je crois qu'il dit bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Baratéo où on va faire ce soir la révision des cartes 2021 de la faction Targaryen. Pour ça, ce soir, j'ai avec moi Chabalou. Salut la compagnie. Et Thierry. Salut les petits dragons. Ah Thierry, c'est ta faction, c'est ton soir, c'est ton jour. On commencera par les cartes tactiques et on ira brosser toutes les cartes des généraux pour finir, je crois, par les unités. Alors, on va commencer le tactique. Ouais, on est parti, on va rentrer direct dans le dur, hein. Overrun, première carte, qui se joue quand une unité fait sa percée. Au lieu de faire la percée, on fait une charge. Et si on contrôle les chevaux, la zone de la cavalerie, on peut relancer la distance de charge. Simple, efficace, hein. Destruction, action, réaction, charge derrière. Ça va très bien dans l'idée de la faction. Bonne carte qui est native à tous les Targaryens. Modulo quelques éléments qu'on verra après. Donc très bonne carte. Alors la sudden retraite, la retraite soudaine qui va bien dans la faction Targaryen où de toute façon on va voir toutes les cartes sauf une, c'est de la mobilité à fond les gamelles. On a de la cavalerie elle doit courir, elle doit flanquer, elle doit passer à l'arrière de l'adversaire. Et donc ici, quand l'unité est attaquée, c'est-à-dire quand un ennemi nous attaque, eh bien, une fois que l'attaque est terminée, on peut faire une retraite. Et ça va être très très bien pour certaines unités combattantes, on va le voir, qui vont pouvoir préparer la réponse. Et bien, toujours dans la capacité de mouvement de nos amis cavaliers, là, on a Swift Reposition, hein, qui elle s'effectue au début de n'importe quel tour. On peut cibler Ami et elle peut shifter de 2. Si on possède donc la casse politique préférée des Targaryens, c'est-à-dire les petits chevaux, hein, et ben, elle peut, au lieu de shifter, faire une manœuvre de 3. Alors, c'est qu'un pas de différence, mais entre un shift et une manœuvre, on voit tous la différence qui, elle, là, est beaucoup plus importante. Donc, c'est une bonne carte, encore une fois, bien boostée par la cavalerie. Une carte qui sert aussi en offensif comme en défensif, parce qu'on peut aussi sortir avec ce petit shift, on peut sortir d'angle de vue, on peut sortir de portée de charge. Ça, c'est pour se défendre et pour attaquer, on peut aussi trouver des angles, se repositionner, sortir d'un décor qui nous embête. Enfin, il y a plein de choses à faire. Allez, bonne carte couteau suisse. Juste sur le mouvement, mais c'est une carte très intéressante. Et ben on continue avec, pour toi Nicolas, la prochaine carte, Fire and Blood. Ben voilà, la devise, la famille, feu et sang. Une carte qui est là encore comme Overrun. Il faut croire que moi j'ai les cartes les plus directes de la soirée. Donc c'est quand on va charger. Avant de lancer le jet de distance de charge, on peut choisir un effet parmi 3. Et si on contrôle les cavaliers, on peut en choisir 2. Donc les 3 effets, le premier c'est relancer à distance de charge, très utile pour éviter l'as fatidique qui nous empêche de relancer les jets de touche et de jouer des cartes derrière. Là, le deuxième effet, c'est si cette unité réussit sa charge, les attaques de mêlée gagnent Sundering, donc fracassé, moins 1 à l'armure, pour peu qu'on ait chargé de flanc, ça fait vite moins 2, donc ça commence à peser lourd dans la balance pour l'unité qui reçoit ça. Et le troisième effet, c'est si on fait une charge donc réussie, on gagne vicieux. Donc encore bien combiné avec la position préférentielle de la faction qui est la charge de flanc, un test à moins 3. Ça peut vite commencer à augmenter les dégâts facilement. Voilà, donc très bonne carte, directe. Il n'y a pas forcément besoin de réfléchir 100 000 ans pour la jouer. On va charger, on la joue. Alors, une autre carte originale, avec un choix sympa, une mécanique qui n'est pas très fréquente pour le moment. Le field control, qui joue sur le fait qu'un NCU s'empare de la zone de la cavalerie. Et c'est bien précisé un NCU parce qu'on a 2 choix possibles. Si c'est un NCU ami, on garde la manœuvre, on garde la retraite, mais avec un +1 au mouvement. Mais si on se désengage à l'occasion de la retraite, l'ennemi dont on se désengage devient affaibli. Ça, c'est déjà intéressant. Mais on a une petite option, c'est qu'on peut aussi jouer cette carte si c'est un NCU adverse qui s'empare de la zone de la cavalerie. On lui concède un shift de 3 pouces à la place de la manœuvre ou de la retraite. On ne le punit pas complètement, mais par contre, il deviendra malgré tout affaibli. Et donc ça, on met du token affaibli, et puis on limite le déplacement de l'adversaire
ou on améliore le nôtre. Je trouve que c'est une carte qui a des effets insoupçonnés. Vous jouez contre un free fall qui veut jouer la horde sans fin, vous lui jouez ça, et ben il n'a pas de horde sans fin. Parce que la zone qui va remplacer finalement par le jeu des superpositions de trigger et de qui joue en premier et quel effet on résout en premier, fait qu'il n'y a pas de horde sans fin. Il va mettre un affaibli sur une unité et il va shifter de 3. On a du Greyjoy en face qui est un River Captain qui veut utiliser l'outflank. On lui fait ça, pareil, même chose, il reste en réserve. Pareil pour Davos qui se serait mis en réserve. Même chose si on a des Rackars adverses. En fait, cette carte, elle est ultra forte. Elle ne paye pas de mine comme ça, mais le fait de remplacer la cavalerie avec tout ce qui se déclenche sur la cavalerie, et les cartes fortes qui se déclenchent sur la cavalerie, ça peut ruiner des plans. Ça peut vraiment ruiner des plans. Et si même, bon, l'autre ne va pas déclencher des effets spécifiques à la cavalerie, rien que le fait de lui mettre un affaibli, parce que l'affaibli c'est obligatoire, hein. C'est une unité de combat ennemie devient affaiblie, et elle peut shifter de 3. Donc quoi qu'il arrive, il y a un affaibli qui passe et un shift de 3, donc pas de pivot, pas de réorientation. Et s'il voulait s'en servir pour se désengager d'un combat qu'il n'allait pas gagner, il ne peut pas avec l'unité qu'il voulait sortir. Donc vraiment une carte qui est infâme. Moi, j'aime beaucoup, hein. L'effet semble pas ultra puissant, mais en fait il l'est. Moi j'adore cette carte. Tu peux tendre des pièges à ton adversaire. S'il joue, tu sais qu'il a des unités qui déclenchent sur les trucs de cavalerie, tu la prends pas, tu lui laisses. Et en fait, c'est ça. Imaginons que tu as des unités en réserve, tu prends pas, il va penser que soit tu fais une erreur, soit tu lui laisses volontairement. Et ben tu la prends pas, il peut soit penser que tu as le field control, dans ces cas-là, il perd son tour, mais il tente quand même de rentrer son unité. Soit, tu peux bluffer avec rien que le fait d'avoir cette carte dans le deck, tu peux bluffer. Au-delà de cette carte, tu t'aperçois qu'on croise dans cette nouvelle version de deck, quelle que soit la faction, des cartes qui permettent de bluffer. La carte, c'est Unstoppable Advance. Alors, une carte, quand on active une unité amie, pendant le tour, elle ignore les Dangerous Entering on Roofs keywords. Hein, donc, c'est pas mal, ça lui permet de passer partout. Et alors, en plus, elle détruit tout terrain avec le keyword destructible quand elle se déplace au travers ou quand elle finit dedans. C'est-à-dire que même pas besoin d'utiliser l'attaque, elle passe dedans et finit à 1, le terrain est détruit s'il a le keyword destructible. Donc c'est pas mal. Et la petite option, c'est que si cette unité qui est donc pendant ce tour influencée par cette carte fait une Search Force, elle gagne plus 3 en mouvement quand elle manœuvre pendant cette Search Force. Donc on sait que les cavaleries bougent à 6. On rajoute plus 3, ça fait une Search Force à 9 si c'est bien utilisé. Donc encore une fois, de la manœuvre, et une capacité à détruire les terrains qui peuvent empêcher nos cavaliers de passer. Mais après, il faut regarder aussi ce que ça dit. C'est-à-dire que avant de détruire le terrain, la première étape, c'est d'ignorer le dangereux, donc tu prendras pas tes wounds. In the ring, tu pourras relancer tes jets d'attaque sur la charge si tu finis ou tu traverses le terrain. Et Rauf, ça t'enlève 1 en mouvement. Donc rien que ça, déjà, tout le setup de l'adversaire qui peut se mettre derrière des terrains pour amoindrir ton attaque, cette carte, elle le fait sauter. Ensuite, elle peut faire sauter aussi, donc elle fait sauter les terrains destructibles, tous. Donc si tu traverses une ligne, tu peux tous les faire péter. Et tu casses aussi la palissade si tu finis ton mouvement à un pas d'elle, sans avoir besoin de faire l'attaque. Donc il y a plein d'effets sympathiques. Et là, le deuxième effet, c'est effectivement quand tu as une percée à faire, tu as plus 3 en mouvement. Bon, il est beaucoup plus situationnel celui-là. Et si vous avez ça et Overrun, vous préférez utiliser Overrun en règle générale. Mais l'effet d'Unstoppable Advance est sympathique, ne serait-ce que pour nettoyer le terrain de tout ce qui est destructible. La dernière, puisque tu aimes les grandes phrases. Ouais, le sang du dragon. Donc là, c'est l'une des cartes, des nouvelles cartes à attachement durant toute la partie qui est arrivée avec la 2021. Donc on la joue à début de n'importe quel tour. On cible une unité de combat amie et on attache cette carte jusqu'à la fin de la partie. Quand une unité amie est détruite, on place un token ordre sur cette carte. Et tant qu'il y a un token sur cette carte, les attaques de mêlée de l'unité gagnent plus 1 dé d'attaque et l'unité souffre de moins 1 dommage quand elle rate un test de panique. Bonne petite carte sympathique. Voilà, enfin, sympathique qui déclenche quand même sur la destruction d'une unité, mais on verra que il arrive chez les Targaryens des unités qui sont facilement sacrifiables. Donc, carte qui nous fera pas trop d'œil à être déclenchée quand on perdra des unités qui sont là pour ça. Puis c'est une carte qui reste
L'intérêt, si on l'a en main en début de partie, on peut assez facilement se refaire la main en la plaçant sur une unité qui va, tant qu'à faire, être une unité qui va monter au combat. Effectivement, avec les Freedmen qui vont arriver, on va pouvoir la charger en token. Mais il n'y a pas de cumulatif, c'est tant que cette carte a un token. Un petit avis sur ce deck, les gars? C'est un deck qui permet de vraiment bouger la faction, de courir partout, de faire du harcèlement, en ayant des petites subtilités qui vont permettre peut-être de gêner les stratégies de l'adversaire en se renforçant de notre côté. Après, avec une particularité quand même, on va le voir avec les généraux, c'est qu'on ne jouera jamais avec toutes ces cartes-là. Alors ça, on va passer aux généraux. Khal Drogo qui arrive donc avec 4 cartes tactiques. Et donc ces 4 cartes tactiques vont faire qu'on va supprimer du deck la carte qui me concerne, donc la retraite dans le sud. Sudden Retreat. Khal Drogo, en tant que général, arrive avec une capacité assez redoutable qui va l'obliger à s'engager dans le combat. C'est l'expert dueliste qu'on retrouve chez d'autres généraux, qui va lui permettre, lors d'une attaque en mêlée, avant le lancer de dés. Donc ça, il y a un choix qu'il va falloir faire, de faire un wound d'office, ou bien, sur un 3+, de détruire un attachement d'infanterie. Et ça peut prendre tout son sens dans les nouveaux scénarios, parce que c'est un attachement, n'importe lequel, donc y compris un général. Et donc là, on a une capacité qui est une chance sur 2, mais c'est quand même pas négligeable de pouvoir se débarrasser d'un attachement ou d'un général qui peut permettre à l'adversaire de nous mettre la misère ou de scorer des points. Et puis, une autre capacité qui permet de gagner +1 au test de panique avec -1 wound, l'Iron Resolve, qui est une capacité qu'on va retrouver assez fréquemment également. Un général qui va s'engager sur le terrain. Alors moi, je voulais juste réagir à ce que tu disais. Ce qui est bien en plus avec Khal Drogo, c'est que cette capacité expert dualiste, on la retrouve ailleurs. Et bien lui, en fait, il en est protégé de cette même capacité parce qu'il est cavalerie, en fait. Beaucoup d'experts dualistes rencontreront des experts dualistes qui pourront sur 3+, les tuer. Ça pourra amener des combats assez rigolos. Par contre, Khal Drogo, lui, pour l'instant, alors en l'état actuel des choses, lui, il peut y aller parce que de toute façon, l'autre ne pourra pas le tuer parce qu'il est cavalerie. Voilà. 4 cartes tactiques. Alors, il y a 2 cartes qui sont des cartes qui sont en priorité à destination de l'unité dans laquelle il y a Khal Drogo et qui bénéficient d'une option qui permet de piocher une carte si Khal Drogo n'est plus sur le terrain. Donc ça, c'est toujours intéressant de ne pas avoir des cartes mortes. Donc ces 2 cartes sont Adrivati. Sur l'activation de Khal Drogo, on va cibler un ennemi à longue portée et attacher la carte jusqu'à la fin du round, pas jusqu'à la fin du tour, mais jusqu'à la fin du round. Et les attaques de mêlée contre cet ennemi gagnent critical blow. Donc là, on va pouvoir être très agressif et espérer faire du dégât. Et si on arrive à détruire cette unité ennemie, on gagne 1 point de victoire supplémentaire ou 1 point de victoire. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour contrer certaines unités Free Folk, par exemple, qui ont un signifiant, que dans ce cas-là, on peut quand même gagner 1 point. Si cette carte est retirée du jeu, est retirée de l'ennemi, parce qu'à la fin du round, parce que l'ennemi n'a pas été détruit, alors par contre, on donne 1 point à l'adversaire. Donc, il faut quand même bien calculer son coût pour jouer cette carte. Il faut être sûr de finir le plateau adverse. Quand on sait qu'on a en face de nous des cartes dans certaines factions qui permettent de rester sur le terrain avec une figurine, non seulement ça va ruiner cette stratégie, mais en même temps, on risque de donner 1 point. Mais voilà, il y a une espèce de coup de poker à jouer dans certains cas. Il faut bien connaître la faction adverse, mais on peut scorer un peu et surtout, il y a le critical blow qui va renforcer cette chance de raser le plateau. Une carte qui demande un bon sens du timing pour le coup. Et puis après, si on sent que ça pue, tu la défausses, tant pis, tu laisses partir le point potentiel, mais tu pioches une carte.
Alors, la deuxième qui permet de piocher une carte, c'est le lead by example. Donc, une fois que Khal Drogo a terminé son attaque, donc là, il n'est pas précisé si c'est une attaque en mêlée ou une attaque à distance, donc n'importe quelle attaque. On attache cette carte à une autre unité amie qui est à long range jusqu'à la fin du round. Et tant que cette carte est attaquée, l'unité gagne +2 sur ses tests de panique et son attaque de mêlée gagne +1 pour toucher. Bon, bien sûr, là, c'est une carte qui va fonctionner quand on peut coordonner peut-être 2 charges. On va d'abord envoyer Khal Drogo, puis on aura une deuxième unité pour amener le deuxième effet qui se coule, ou pour mettre la pression sur un second plateau. Mais on donne un +1 to hit et un +2 au test de panique. L'unité, elle va être bien boostée sur ce round-là. Donc là encore, c'est une carte qui va dépendre de pas mal de paramètres. Elle ne se joue pas n'importe quand. C'est des cartes qui sont plus compliquées à jouer que les cartes du deck de base. Troisième carte, belle carte que j'ai bien aimé jouer 2-3 fois, le Ride by Attack. Quand une unité de cavalerie, donc là on est sur un choix d'unité bien précise, choisit son action pendant son activation. Avant de résoudre l'action, l'unité peut faire un pivot, faire une marche, même si l'unité est engagée, donc ça c'est fort. Elle peut traverser un plateau ennemi pendant cette marche et l'ennemi qui se trouvera donc désengagé ne peut pas faire de pivot. Donc là, ne peut pas se réorienter, ne peut pas se repositionner. Et une fois que toute cette opération-là est terminée, eh bien, l'ennemi va avoir un wound direct, plus un wound pour chacun de ses rangs restants. Donc, potentiellement, on va traverser l'ennemi, lui faire 4 wounds s'il est tout neuf, et se placer derrière tant qu'il est pu se réorienter. Et donc, s'il doit se réorienter pour éviter une charge au prochain round, il perdra son activation pour se réorienter, il ne fera rien d'autre. Cette action-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se fait sur le choix de l'action. C'est-à-dire qu'elle peut se faire une fois que l'unité de cavalerie a fait sa manœuvre initiale, qui est gratuite. Puis, au lieu de faire une charge ou au lieu de faire une marche, ou au lieu de faire un tir, par exemple, va faire cette opération de traversée de plateau. Si tu es engagé, évidemment, tu n'auras pas de manœuvre gratuite et ça clôturera ton action. C'est la différence. Si tu n'es pas engagé, tu auras le droit, comme toute cavalerie, à ton mouvement gratuit, ta manœuvre gratuite. Et ensuite, tu pourras, comme action, faire un ride by attack au lieu de faire autre chose. Ça veut dire que tu te fais 18 en faisant et ta manœuvre et un dégât, et éventuellement, si tu as joué des vétérans qu'on verra tout à l'heure, après ta première manœuvre, tu peux tirer et tu fais ton ride by attack derrière. C'est une manière de faire des dégâts, quoi. C'est pas mal. Et en te mettant dans une position préférentielle. Caché dans le dos, c'est pas mal. Ça permet même d'amener une unité dans certains scénarios où il faut aller, ou des cartes de mission où il faut aller dans le camp adverse. Là, et on est dans le camp adverse, derrière les unités, prêt à scorer des points. Et puis le round d'après, en plus, une petite charge de dos. Pas le round d'après. Annonce la carte suivante, tu vas voir que ça peut, si c'est l'unité de Khal Drogo qui a fait le ride by attack, tu peux même le faire dans le tour. Oui, exactement, avec l'Assault Order. Quand un NCU ami claim une zone, donc c'est la carte qui remplace le Sudden Retreat. Quand un NCU s'empare d'une zone, n'importe laquelle, on peut remplacer l'effet de la zone par une action d'attaque gratuite. Et si l'unité ciblée, c'est Khal Drogo, à la place de l'attaque, c'est une charge. Donc, comme disait Chabalou, effectivement, ride by attack, NCU sur le plateau, charge. Il faut avoir les 2 cartes en main, mais bon, c'est un combo qui est assez puissant. Ça peut arriver, tu as 2 occurrences de chaque carte sur 20 cartes. Si tu as cyclé ton Adrivati, ton Lead by Example, ou que tu as déjà joué des cartes, ça peut vite monter. Si en préférentiel, tu fais des trous. Tu peux le préparer parce que
quand on a une en main, t'attends que l'autre sorte. Et puis, c'est quand même deux cartes qu'on va jouer plutôt tour 3-4 plutôt que tour 1-2. Puisque c'est plutôt à ce moment-là où le combat donne fait rage à partir du tour 3. Tour 2, bon, il y a quelques échauffourées, mais c'est rarement la grande bataille. Et bien voilà pour Khal Drogo. Donc Khal Drogo qui inaugure ce nouveau mécanisme que les Targaryens ont généralisé. J'ai 4 cartes de général. Je retire donc une carte de mon deck à chaque fois à les nommer, qui me permet d'avoir un deck encore plus personnalisé en fonction du général que vous choisirez. Alors on va continuer avec Barristan Selmy. Alors notre ami Barristan Selmy, en général, eh ben, il a une capacité qui est Einbolden, qu'on connaît tous. Hein. Toutes les unités à short range gagnent plus 1 en morale, donc ça c'est pas mal. Et enfin, il a une capacité à préparer après le déploiement. On ciblera un ennemi et quand cette unité attaquera ou chargera cet ennemi, eh ben, l'unité gagnera plus 1 pour toucher et pourra relancer sa distance de charge. Par contre là, il faudra bien penser à faire ça après le déploiement. C'est-à-dire une fois que vos figurines sont déployées, avant d'entamer le premier tour, il faudra que notre ami Barristan sélectionne son unité, vous la marquerez. Parce que généralement, on a tendance à le faire et de l'oublier, en fait. Voilà. Après, en carte, bah, il est comme notre ami Drogo, il possède 4 cartes. La première de ces cartes, qui est Sustain Assaut, donc cette carte, elle nous est attribuée à condition qu'on retire encore le Student Retreat. C'est une carte, et ben, quand une unité amie fait une attaque avant de lancer les dés, une attaque de mêlée. Si elle commence le tour engagé et que avec un défenseur, alors elle peut lancer sa plus haute valeur de dés. Et si cette carte cible l'unité de Barristan Selmy, alors le défenseur devient vulnérable. Donc c'est un assaut soutenu qui est pas mal, hein, avec des bonnes unités comme sont les Swordmasters, on voit tout de suite que ça peut, c'est pas mal déjà. Hein. Ouais. C'est-à-dire que même si tu as grignoté l'unité de Swordmaster, que tu as perdu des rangs, tu tapes plein bourre avec un petit vulnérable. Sachant la capacité des Swordmasters, voilà. Précision, jamais prendre de week-end et toujours relancer. T'es le roi du pétrole. Il y a toujours une carte dans la tendresse, le combat prouesse. Hein, donc là, cette fois, cette carte, elle a deux, comme d'habitude, on connaît ça maintenant, de tiroirs. Le premier, bah, quand un ennemi est ciblé par une habilité ou une tactique card, on peut dépenser un token sur cet ennemi. Et si vous le faites, vous annulez l'effet de l'habilité ou de la tactique card. Alors ça, c'est fort. Parce que si vous arrivez à distribuer les tokens et que vous avez ça en main, et ben, au moment opportun, le gars veut jouer, vous dites non, non, tu perds ton ability. Alors, par exemple, je sais pas, moi, vous avez une unité d'infanterie en face qui se présente et qui aurait un expert dualiste. Ça pourrait être sympa de retirer l'expert dualiste en retirant un vulnérable, par exemple, ou un paniqué. Et deuxième effet, start of a friendly turn. Alors, début d'un tour ami, on cible l'unité de combat ami, on lui retire un token, simplement. Donc ça permet de votre côté de vous alléger d'un token qui pourrait être handicapant. Les Targaryens n'ont pas dans leur deck de base beaucoup de cartes qui distribuent les tokens. On peut mettre du week-end avec le field control. Bah, ouais. Tu peux le mettre avec des attachements. Tu en as un chez les. Je crois que c'est le Screamer Co qui met vulnérable avec son ordre. Ou tu as aussi le Screamer qui, quand il charge, met vulnérable. Et c'est vrai que nativement, ça ne met pas beaucoup de jetons. Bon, ma troisième carte, donc Legendary Boldness. Alors cette fois, c'est au début du round. Il ne faut pas se faire avoir, hein. Pas le début du tour, c'est juste avant. Pas laisser passer le tour. Alors, on cible Barristance ennemi et on attache l'unité de Barristance ennemi, on attache cette carte jusqu'à la fin du round. Quand elle est attachée, quand cette unité passe un test de panique, tous les ennemis à short range deviennent paniqués. Donc là, vous voyez, on commence à distribuer du token, par exemple. Hein. Si cette unité est détruite, alors c'est votre adversaire qui gagne un point. Par contre, à la fin du round, quand vous retirez cette carte, si l'unité est engagée, alors c'est vous qui gagnez un point. Donc on sent que l'unité qui aura ça sera un tantinet agressive. Et si par hasard vous ne voulez pas jouer cette combinaison qui peut permettre ou de marquer ou de perdre un point, alors vous pouvez utiliser la deuxième partie de la carte qui vous permet de tirer, d'aller piocher une carte dans votre pioche. Ou si Barristan est mort. Pas forcément très simple. Si tu veux gagner le point, il faut que tu restes engagé. Donc ça veut dire que l'autre, il ne faut pas qu'il ait de possibilité de retraite. C'est ça. Tu peux lui bloquer les chevaux,
mais il peut attendre sa dernière activation et se désengager, quoi. Et là, il te prive d'un point. Dernière carte de Baristan. Ouais. Victory comme hard. Donc après qu'une unité amie ait passé un test de morale, on attache cette carte à l'unité jusqu'à temps qu'elle échoue à un test de morale. Panique, test de panique, pas de morale. Test de panique, pardon, oui. Alors pendant qu'elle est attachée, cette unité gagne Sundering. C'est pas mal. Hein. Si vous avez un bon moral sur l'unité, c'est une bonne carte à attacher. Par contre, quand cette carte est retirée, sous-entendu quand vous avez échoué un test de panique, l'unité devient affaiblie et vulnérable. On enchaîne avec Landal. Allez, et puis c'est bizarre, ça tombe sur toi. Eh ouais, c'est étonnant. Hein. Tu vas avoir des choses à dire parce qu'il y a un paquet de versions. Ouais, mais je vais essayer d'aller vite. Oh, moi j'y vais, moi le chauve c'est pour moi. Hein. On a la même tête. Alors, à nos chers auditeurs, je suis désolé, ça va peut-être être un peu long, mais là on tombe sur un sujet de prédilection à Nicolas. Laissez-le s'exprimer. Le deuxième commandeur cavalier de la faction Targaryen, les cavaliers. Donc il a une première règle qui s'appelle embuscade. Quand on charge un ennemi de flanc ou par l'arrière, il devient paniqué et affaibli. Et sa deuxième capacité passive, c'est Stubborn Tenacity. Tenacité entêtée, on va le traduire comme ça. À chaque fois que cette unité passe un test de panique, une unité ennemie engagée souffre d'un wound. Bonne petite capa qui dirige directement le personnage vers des charges de flanc minimum. Alors, sa première carte, qui s'appelle Opportuniste. Quand une unité de combat ami fait une attaque de mêlée, avant de lancer le dé d'attaque, si le défenseur n'a pas été activé ce round, l'attaque peut relancer ses dés et gagner précision ou vicieux. Et si l'attaquant c'est Jorah, l'unité de Jorah, on gagne les deux. Donc le choix était entre précision et vicieux. En fait, on relance les dés d'attaque, on aura précision et vicieux si c'est Jorah, ou si c'est pas Jorah, on relancera les dés d'attaque, on aura précision ou vicieux. Et la condition, c'est que l'unité ne soit pas activée. Donc round où on est le premier joueur, on charge, l'unité en face est forcément pas activée, voilà, on bénéficie de ce carte. Donc très simple à mettre en place, très efficace, du dégât. La deuxième, c'est manœuvre feinte, fainting maneuver. Donc là, c'est quand une unité amie réussit sa charge. Si l'unité devait contacter le front de l'ennemi, on la met sur le flanc. Et si l'unité devait contacter le flanc, on la met sur l'arrière. Efficace, ça permet de faire des prépositionnements sympathiques avec l'unité. On voit que ça combote bien avec la capacité de Jorah de l'embuscade. Donc, carte simple, efficace, qui se joue quand le trigger, c'est une charge réussie, donc on n'en a pas. Donc, ça ne va pas bloquer d'autres cartes dans le deck Targaryen ou d'autres cartes de Jorah. Donc, bonne carte. Et alors, le coup, puisque c'est la même mécanique, hein, on a 4 cartes, il faut en enlever une, ça sera overrun. Voilà. Jorah, quand il attaque, il sait quand même se retenir un peu. Il ne lâche pas les chevaux pour traverser toute la table avec un overrun. C'est quand même un tacticien de Westeros. Là, il y a une particularité. D'ailleurs, ça a été discuté aussi dans l'émission sur les free folk, il me semble. Il faut réussir la charge pour changer de côté. Et là, il y a marqué dans la carte contacter, mais en fait, c'est pas que toucher un coin ou des choses comme ça. Il faut être capable au moins de s'aligner à 50% du plateau chargé avant de pouvoir ensuite changer de côté. Oui, c'est compris dans le terme successfully charge. C'est-à-dire que si tu peux pas, tu charges, tu touches, mais tu peux pas te mettre à 50, ta charge est ratée. Donc tu peux même pas la faire. C'est le genre de mesure que tu prends avant. Donc comme la charge est obligée d'être un succès, de toute façon, ton contact, tu le feras proprement. Ensuite, donc j'enchaîne la troisième carte, Marshal. Quand une unité non engagée, une unité amie de cavalerie s'active, une unité non engagée de cavalerie amie s'active une fois par tour. Si cette unité devait faire une action de manœuvre, au lieu de faire cette action de manœuvre, on peut restaurer 3 points de vie et enlever un pion état. Donc la manœuvre, toutes les cavaleries ont une manœuvre gratuite. Vous pouvez très bien ne pas faire cette manœuvre-là et après faire autre chose. Donc c'est une carte qui est sympa, qui permet de faire du soin sur la cavalerie. C'est un effet de bourse, en fait, pour le prix de la manœuvre d'une cavalerie. Qui peut bien s'envisager à partir du milieu de jeu, où les cavaleries
n'ont pas forcément besoin de courir à travers le champ, de soigner. Si la cavalerie se trouve un peu engagée, par exemple, elle ne peut pas faire la manœuvre. Donc autant C'est ça, tout à fait. C'est en fait une cavalerie qui, à un moment, s'est retrouvée dans une position, elle a fini son combat, où elle s'est désengagée préalablement, elle s'active, elle se soigne, elle peut repartir à la baston, quoi. Et puis la dernière carte de Jorah, trahison, hein, eh oui, Jorah a trahi. Ben, il se repart, mais il a trahi. Donc c'est quand un NCU ami réclame une zone. Donc on remplace l'effet de la zone par ce texte-là. Donc on gagne un point de victoire, on pioche une carte tactique et on soigne 3 points de vie sur l'unité de Jorah. Voilà. Rien que ça. Un point de victoire, une carte et 3 points de vie. Mais il y a un prix derrière, c'est que notre adversaire peut placer cette carte, peut attacher Betrayal, donc la trahison, sur une de nos unités de combat, jusqu'à la fin de la partie. Et tant que cette carte est attachée, à chaque fois que notre unité va s'activer, elle va souffrir d'une blessure. Et si cette unité qui a pris la trahison est détruite, notre adversaire, gagne un point de victoire. De base, carte forte, quoi. Gagner un point de victoire comme ça, c'est genre la carte qui peut te faire une bascule. Tu es accroché avec ton adversaire, tu vas essayer de faire en sorte qu'il ne gagne pas de points, mais toi il t'en manque un. Voilà, hop, c'est fait. Je vois pas ça jouer tour 2-3, quoi. Hein. Encore une fois, c'est une carte, tu l'as et tu vas la garder. Pour que, comme tu dis, marquer le point qui peut t'aider. Et puis surtout, pas donner trop de points en perdant ton unité trop vite. Oui, après ça dépend comment tu es positionné, ça dépend l'armée que tu joues, ça dépend ce que tu as en face. Si tu as une armée lente qui n'a pas de projection, tu peux la jouer assez tôt dans la partie et après fuir toute la game autant que tu peux, quoi. Hein. Mais moi, c'est une bonne carte, je veux dire, un point comme ça. Donc on va continuer dans le côté cavalerie, on va faire le chevalier exilé, qui est un attachement de cavalerie, qui vaut 2 points. Qui a un ordre qui s'appelle reposition tactique, qui se fait au début d'un tour ennemi, qui permet à une unité amie à courte portée de faire un chiffre de 3. Et le deuxième ordre qu'on a vu, c'est Stubborn Tenacity, c'est-à-dire on passe un test de panique, on engage avec un ennemi et cet ennemi prend un wound. Là, très bon attachement de cavalerie qui permet d'avoir du repositionnement, un peu de mouvement, il est pas mal. Maintenant, comme beaucoup avec ces personnages-là, il va rentrer en concurrence avec sa version générale ou alors avec sa version solo. Est-ce qu'on va sur sa petite version solo? Allez, on se la fait. 3 points. Donc le chevalier vagabond, hein, qui est solo, qui a un petit mouvement de 6, 2 attaques touche à 3+, une armure 4, morale 4 et 3 points de vie. Voilà. Ça, c'est statistique. Au début de son activation, comme toute cavalerie, il peut faire une manœuvre, mais lui, comme il est solo, il peut aussi faire une retraite. Donc, ça peut éventuellement le sortir d'un mauvais pas. Cela dit, vu les stats du bonhomme, mauvais pas, s'il se retrouve engagé au corps à corps, je donne pas cher de sa peau. Hein, c'est pas un monstre de résistance. Par contre, là où c'est son ordre que je trouve très très bon, ouverture d'éclaireur, ou je sais pas comment on peut le traduire, scout openings, qui se fait au début d'un tour ami. On cible une unité ennemie à longue portée et jusqu'à la fin du tour, les attaques des unités amies, les attaques, pas les attaques de mêlée, les attaques sur cet ennemi peuvent relancer leur jet d'attaque et gagner précision. Tu as une unité de tir à côté, tu fais ça, tu relances et ta précision. Tu as des vétérans, potentiellement, tu peux faire 14 dés qui touchent à 4, mais tu relances et ta précision. Très très bonne capacité. Après, personnage fragile, qui va pas aimer la couronne, mais qui va pas aimer tous les mécanismes qui ont tendance à te rendre le test de panique plus punitif. Donc le problème, il est très bien, mais il faut le protéger, parce que c'est un point que tu peux donner facilement à l'adversaire. Alors il est pas cher, dans l'économie des points des Targaryens, surtout en cavalerie, c'est un choix, tu peux penser le prendre, mais ça dépendra aussi en grande partie de la capacité de nuisance de l'adversaire. De toute façon, c'est évident que l'adversaire, s'il a la possibilité ou de faire du wound auto à distance ou du test de panique pénalisé, il va être ciblé rapidement parce que son ordre, la seule condition, c'est long range. Il n'y a pas de question de ligne de vue ou de choses comme ça.
Donc c'est assez facile à l'appliquer presque à tous les tours. Bien sûr, bon, il faut que Jorah il reste à proximité des unités qui vont passer à l'assaut. Il donne un sacré bonus aux unités qui passent à l'assaut, d'autant plus qu'il donne 2 bonus, quoi. Oui, oui, bah, 2 bonus, oui, 2 bonus. Donc relancer les dés d'attaque quand il arrive, surtout pour le tir, ben, que tu n'as pas nativement, c'est très très bien. Et la précision, c'est super fort. Hein. Sur 6, c'est pas de jet de défense et tu remplaces directement par un wound. Donc tu peux même pas les bloquer avec des capas qui pourraient bloquer. Donc c'est vraiment très très bien. Alors tu vas pas faire un saladier de 6, on est d'accord, ça fait déjà des dommages, quoi. Donc, pour des attaques à distance où tu es relativement en sécurité. Hein. Comme tu as la relance des dés, tout ce qui fait pas 6, tu relances. Hein. Ah, tu peux. Après, si c'est une unité qui a une valeur de défense intermédiaire, genre un 4, c'est un choix à faire. Sur du super blindé, oui, tu vas relancer tout ce qui n'est pas un 6. Sur du super léger, tu t'en fiches presque du 6. Mais sur de l'intermédiaire, tu réfléchis. On va passer donc Jorah à pied. Et oui. Des fois, il descend, il démonte et on va le retrouver. Alors là, dans des versions où son emplacement est assez contraint parce qu'il ne sera jamais très loin de Daenerys. Hein, il a toujours voulu être très près, là, il est obligé, de toute façon. Alors, c'est la première version pour un point qui s'appelle le traître pénitent. Il ne peut s'attacher que dans l'unité de Daenerys et il ignore forcément les restrictions pour les attachements. À savoir qu'il peut avoir donc 2 attachements dans l'unité, Daenerys et Jorah. Donc c'est pas un ordre, c'est une capacité innée qui ne peut pas être annulée. Donc à chaque fois qu'une unité ennemie fait une attaque de mêlée sur cette unité, après le lancer des dés d'attaque, on peut détruire Jorah et si on le fait, l'unité ennemie devient vulnérable et affaiblie. C'est assez situationnel pour un effet qui va fonctionner qu'une fois. Il y a peut-être des choses qui vont arriver après qui vont rendre cet effet plus évident parce que là, on met effectivement 2 jetons. Ou alors c'est vraiment le backup plan, le face-save détonator de l'unité de Daenerys, quoi. On n'a plus que ça, il faut bien la sauver. Alors on va essayer de mettre un weekend sur le. Et même pas, puisque c'est. Ah si, after rolling attack dice, non, c'est bien après les relances. Après les relances. Hein. Donc, si je jouais, bon, voilà. Pas fan. Je préfère vraiment la version qui suit. Mais il a 1 point, c'est-à-dire si vraiment il reste 1 point, mais il y a sûrement d'autres attachements à 1 point plus performants. Sauf si tu n'avais pas de thunes, tu as voulu faire des économies, tu as mis Daenerys dans une unité de Stormcrow et tu as un attachement gratos réduit d'1 point, donc tu peux le mettre avec Daenerys pour une unité à 5 points. La deuxième version, c'est Jorah Landal. Ah, voilà, on y est. Jorah Landal. Donc lui, il vaut 2 points. Il a donc même condition. Il ne peut être dans une armée que s'il y a Daenerys Targaryen et ne peut s'attacher que dans son unité en ignorant les limites des attachements. Donc ses capacités sont d'ordre. C'est martial training. Quand on va faire une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, on peut relancer les dés d'attaque et le défenseur devient vulnérable. Donc une bonne capacité offensive qui est très bien quand on n'a pas chargé, quand on a réceptionné une charge par exemple et qu'on a envie de faire quand même des dégâts. Ça c'est très bien. Relancer les dés d'attaque et vulnérable, ça permet quand même d'être assez efficace sur son attaque. Et la deuxième capacité, elle est passive. C'est Stand Your Ground, alors une capacité qu'on a vue chez le Master Warden Baratheon. C'est à chaque fois que cette unité est attaquée par une attaque de mêlée, s'il n'y a un seul attaquant, qu'elle est engagée que par une seule unité, il n'y a pas de bonus de charge de flanc et d'arrière. Une carte qui aide à renforcer la survivabilité de l'unité de Daenerys, avec Jorah dedans. Qui peut avoir de l'importance, puisque Daenerys peut rapporter des points de victoire supplémentaires en cas de destruction. Suivant sa version, oui. La maman des dragons, elle te rapporte 2 points quand tu la détruis. 2 points en plus. Le fait de supprimer les bonus va bien protéger l'unité Daenerys, quoi. Ah oui. Tiens, alors, on pourrait les mettre dans des piquiers, tu vois, qui est l'unité la plus tanky de la faction Targaryen. Ça va commencer à coûter un peu cher quand même. Hein. Ça fait l'unité à 9. Mais bon, t'as pas de bonus de charge, tu peux bloquer des touches. Enfin, tu frappes d'abord, donc du coup, tu peux caler ton martial training juste avant. Relancer, mettre invulnérable, ouais, ça commence à causer, quoi. C'est normal qu'une unité à 9 points elle commence à avoir des effets intéressants. Ah oui, non, mais normalement, les effets doivent être décisifs pour 9 points.
Eh bien, si on a fini avec ça, on a bouclé Jorah. C'est un gros morceau, mais il en valait la peine, le pépère. Et on va rencontrer Belvas le fort avec ses cicatrices plein corps, qui est lui aussi donc existe en général et avec une version d'attachement. Alors quand il est en général, quand un ennemi qui est à courte portée s'active, si cet ennemi peut charger l'unité de Belvas, alors il va faire un test de morale à -1 pour chaque rang restant dans cette unité de Belvas. Et s'il échoue à son test de morale, alors il doit faire une action de charge sur cette unité. C'est-à-dire qu'on va obliger l'adversaire à charger l'unité de Belvas. Si tu rates ton test à -3, si l'unité est toute neuve. Ça veut dire que tu vas éviter de mettre des unités un peu fragiles à portée de charge de Belvas si tu n'as pas envie de le charger, quoi. Je dis, ça va te permettre, en tant que Belvas, de faire un peu la chasse aux unités un peu fragiles qui vont t'éviter, hein. Elles ne vont pas venir se mettre à portée de charge si elles ne sont pas en mesure de détruire, parce que la réponse serait mauvaise. Parce qu'il a quand même des cartes sympas derrière. Après, ce qui est bien aussi, c'est que si tu es bien positionné et que tu n'as pas trop de menaces, tu peux charger fort sur une unité de tireur. Tu marches fort sur une unité de tireur, elle ne s'est pas activée, elle doit s'activer. Tu es à courte, fais ton test. Ah, tu l'as raté, au lieu de tirer comme tu aimes bien faire, tu vas être obligé de me charger. Et généralement, les unités de tireurs, elles n'aiment pas trop la bagarre de près, quoi. Donc, il y a des petites biscuites à faire avec ce petit ordre-là. Et d'autant plus que Belvas a une capacité supplémentaire, c'est qu'à chaque fois qu'un ennemi va réaliser une attaque sur cette unité, après le lancement des dés de défense, l'unité de Belvas va bloquer un hit plus un hit pour chacun de ses rangs détruits. Donc, va en bloquer au moins un, et puis petit à petit, il va en bloquer de plus en plus. Moins il y a de rangs, plus ils sont résistants. Tu bloques déjà un. Et quoi qu'il arrive, en fait, tu bloqueras, si tu regardes, tu le mets dans des piquets, tu bloqueras 4. Quoi qu'il arrive, que tu montes ou que tu descendes, si c'est les rangs à la baisse, c'est le Harden qui va t'aider. Et si tu as toujours ta full rang, c'est le Shield Wall qui va t'aider. Donc tu seras toujours à bloquer 4 pains par attaque. Alors ces cartes tactiques, la première Pathetic Attempt qui va remplacer une des cartes du deck de base qui est le Field Control. Quand une unité ennemie réussit un test de panique après avoir été attaqué, eh bien l'attaquant devient paniqué. En soi, c'est déjà assez intéressant, puisqu'on n'a pas la carte Field Control qui permet de mettre certains tokens, mais là, à la limite, on peut mettre au moins un token paniqué. Et si l'unité qui a été attaquée, c'est l'unité de Belvas, alors l'attaquant va souffrir une blessure pour chacun des rangs qui sont encore présents dans l'unité de Belvas. Donc une unité tanky inflige encore éventuellement 3 blessures. Il te fait payer l'attaque ratée, quoi. Après, ça combote très bien avec son ordre de général, en fait. Oui. Ça te coûte Field Control. Et cette carte, elle est quand même assez puissante. Bon, c'est un choix. C'est un choix qui est lourd, celui-là, pour le coup. Field Control, vous me direz, c'est comme lâcher Overrun, quelque part. Mais ça dépendra du jeu adverse. Mais en tout cas, ça fait effectivement de la bonne rétribution si tu veux attaquer notre ami mangeur d'oignons. Alors, la seconde carte, l'expert parry. Donc là, ça va s'adresser aux unités amies, cavalerie ou infanterie. Donc, pas les monstres, pas les dragons. Pas les racards. Si l'unité était appelée à être détruite par une attaque de mêlée, pour chacune des touches bloquées, l'attaquant souffre d'un hit. Et si le défenseur, enfin si l'unité attaquée c'était l'unité de Belvas, alors l'attaquant a -1 sur ses jets de défense pour les hits qui lui sont attribués. Moi, tel que je comprends la carte, c'est-à-dire que, bien sûr, l'unité doit être détruite. Malgré tout, donc, elle est censée avoir bloqué un certain nombre de hits, pas assez. Et c'est ces hits qui ont été bloqués, qui ne suffisaient pas pour maintenir l'unité en vie, qui vont provoquer des hits et éventuellement des blessures à l'adversaire. Pour que cette carte soit rentable, il faut qu'il y ait eu beaucoup de dés d'attaque, beaucoup de réussite de la part de l'attaquant et suffisamment de réussite de la part de Belvas, ou disons du défenseur, pour que ce soit rentable, pour mourir glorieusement.
Ouais, Ouais. bah, ça s'appelle parade experte. Il y a un problème avec l'expert quand même, hein. Ah oui. Ça serait, après être attaqué, c'est très bien. Là, il y a un problème de. Enfin, je pense honnêtement, mais voilà, la carte est écrite comme ça, donc il faut la jouer comme ça. Mais ça me semble typique à un sujet à fac. Je veux dire, il y a un souci. Il y a un souci dans le. Il n'y a pas de lien entre le nom de la carte, l'effet de la carte et le trigger de la carte. C'est illogique. Bon, cela dit, c'est comme ça, on la jouera comme ça, le temps d'eux, ou alors on s'abstiendra de la jouer. Expert Paris, pour moi, c'est pas, ça se jouerait pas comme ça. C'est-à-dire, on t'attaque, et ben pour chaque touche bloquée, alors ça te demande d'avoir bloqué des touches, tu fais un hit. Et si tu as attaqué Belvas, ben c'est une super défenseur. En plus, enfin, pour celle que tu prends, c'est plus difficile de te défendre dessus. C'est la carte suivante, hein, où on est encore dans mourir avec classe, hein, Good Day. Belle mort. Quand l'unité de cavalerie ou d'infanterie, à nouveau, hein, est détruite, avant de quitter la table de jeu, eh bien, l'unité réalise une attaque de mêlée en utilisant son plus petit nombre de dés d'attaque sur l'attaquant. Et si c'est l'unité de Belvas qui a été attaquée, alors c'est le plus petit nombre, plus de dés. Si cette attaque a détruit le défenseur, alors l'unité n'est pas détruite, mais à la place reste avec un wound. Donc là, on est sur une mécanique qu'on connaît, où on va essayer de résister et on revient avec un wound sur la table. Alors, tu vois, on pourrait presque inverser les deux textes et changer les titres. Parce que dans la parade experte, ça te permettrait de rester sur la table avec un wound, et l'autre, c'est bien une belle mort, puisque tu emportes tout le monde en mettant des touches. Aussi. Donc, je pense, à mon avis, qu'il y a juste simplement une erreur de titre sur ces deux cartes. Permutation des titres. Alors, dernière carte. Comptez les blessures, comptez les cicatrices, c'est ça? Les coupures, ouais. Les coupures, compter les coups. Les entailles. Ouais. The cuts. Donc, après qu'un ennemi ait réalisé et achevé une attaque de mêlée, s'ils ont détruit un rang, alors on va cibler le défenseur, on va lui attacher cette carte jusqu'à ce qu'il détruise un ennemi avec une attaque. Et quand cette carte est retirée du jeu, on va gagner un point de victoire. C'est-à-dire qu'une fois que le défenseur qui a perdu un rang a détruit un ennemi, pas forcément celui qui l'a attaqué, la carte, elle ne jouera plus, mais on va gagner en fait un point de victoire supplémentaire ou au moins un point de victoire si on attaque une unité insignifiante. Tant que cette carte est attachée, on ne peut pas restaurer de wound. Par contre, on gagne +2 au test de morale et les attaques de mêlée se réalisent avec le plus grand nombre de dés d'attaque. Enfin, si cette unité qui a écopé de la carte est détruite, je suppose, tant que la carte est présente, l'adversaire gagne un point de victoire. Donc, carte un peu compliquée puisqu'il y a 3 étapes. Donc on t'attaque, tu perds un rang, tu joues cette carte. Sur celui qui vient de perdre un rang, comme tu l'as dit. Tant que cette carte est en jeu, ben, tu ne peux pas soigner. Tu as +2 au moral et tu frappes toujours avec ton plus haut en attaque de mêlée. Et dès que tu détruis un ennemi, quel qu'il soit, tu marques un point et tu enlèves la carte. Mais voilà. Si tu n'as pas détruit d'ennemi et qu'on te tue l'unité, donc l'unité est détruite, la carte elle est retirée, donc tu donnes 2 points. De toute façon, ton unité ne sera pas insignifiante. Donc, pareil, carte compliquée, faut être sûr de son coup. Hein. Ouais. Un général tendre. Hein. Un gros bébé d'amour, celui-là. Voilà. Ah oui, mais il faut savoir quand même que Belvas, c'est un mec qui combattait dans les arènes de Myrine. Donc, c'est un eunuque. Hein. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est la bagarre. C'est tout ce qu'il fait. Ouais. Mais on ne pensait pas qu'il réfléchissait autant, parce que pour avoir des cartes aussi complexes, il faut quand même qu'il n'ait pas que le cerveau dans les muscles, quoi. On va prendre une métaphore. Juste un peu dyslexique s'il mélange les titres, mais bon, sinon c'est bon. Oui, voilà. Si on prend une métaphore rugbystique, il a un gabarit de pilier et je ne sais pas si vous comprenez les règles de la mêlée, mais elles sont ultra compliquées. Donc les mecs, quand même, ils jouent dans le secteur de jeu où les règles sont le plus compliquées. Et pourtant, c'est tous des gros poulets comme ça. Donc, c'est pas, pourquoi pas. On va dire que c'est un pilier de rugby, Belvas. Alors, sa version attachement a un point, le combattant vétéran. Ouais.
Et donc qui bénéficie de bonus incrémentiels. Une fois que cette unité donc, dans laquelle Belvas a été installée est attaquée, on place un token d'ordre sur Belvas. Et les attaques de mêlée de cette unité gagnent en fonction du nombre de tokens, vicieux sur un token ou plus, Sundering à partir de 2 tokens et lance le plus grand nombre de dés d'attaque à partir de 3 tokens et a le reroll des dés d'attaque. Donc ça, c'est plus il va se faire attaquer, plus il va être méchant. Commençant par du vicieux, puis du Sundering, puis des dés d'attaque nombreux et relançables. Oui, ça veut dire que tu as toujours vicieux en fait, et tu as toujours Sundering, et puis après, oui, exact, c'est avec le plus. Et ben après notre ami Belvas, on va attaquer notre ami Général Vergris, Greyworn. Donc Général Greyworn, donc lui, il vient avec 2 capacités. La première, Boldness and Courage. Chaque fois que cette unité attaque, l'unité dans laquelle il est, si elle a tous ses rangs, il gagne plus 1 d'attaque. Dans tous les autres cas, elle est considérée comme ayant un rang supplémentaire. Ce qui fait qu'au rang 2, on tape comme si on était au rang 3. Deuxième capacité, deuxième abilities, il a Counter Strike. Chaque fois que cette unité est attaquée par une attaque de mêlée, chaque échec de votre adversaire sera sanctionné par une touche. On vient vous chercher. Chaque fois qu'ils échouent, ils auront une touche. Sa première capacité, elle est valable aussi bien sur les attaques de mêlée que sur les attaques à distance. Oui, on a les 2 logos, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, tu as raison de le préciser. Ouais, ça peut être bien dans des Bastard Girls, par exemple. Alors, je sais, c'est pas très fluff, mais vu qu'elles font et du tir et du close souvent, ça fait que tu gagnes 2 dés. Alors, ce jeune homme vient avec 4 cartes de généraux, comme on a vu maintenant un mécanisme couru. Donc, la première qui entraîne le retrait de la carte Blood of the Dragon. Donc, on remplace Blood of the Dragon par Lash Out. Après qu'un ennemi ait réalisé une attaque, si le défenseur n'est pas détruit, sous-entendu une autre unité, l'attaquant subit 2 wounds pour chaque rang du défenseur détruit. Si en plus le défenseur est Greyworn, l'attaquant devient vulnérable. T'es punitif. Tu me fais du mal, je vais t'en faire aussi. Allez, la deuxième carte, donc Battle Endurance. Début d'un tour ami. On cible l'unité de combat et on lui attache cette carte jusqu'à la fin du jeu. Tant qu'elle est influencée par cette carte attachée, l'unité a des bonus qui sont basés sur le nombre de rounds et les effets sont cumulatifs. Donc voilà une carte qu'on va essayer de poser rapidement, puisque à partir du tour 3, on me relancer tous les échecs. 4, on a Sundering et la relance. 5, on a Critical Blow, Sundering et la relance. Et 6, on a plus 2D, Critical Blow, Sundering et la relance. Ça commence à être une vraie machine à baffe. Hein. Bon, après, c'est le dernier round, donc il vaut mieux que ce soit une machine à baffe. Oui, enfin, même à partir du tour 4, ça commence à pas rigoler. Hein. Ah oui, non, mais c'est... La troisième carte, Retribution of the Dragon. Quand une unité amie est détruite par une attaque ennemie, on cible un ennemi et on lui attache cette carte jusqu'à la fin du jeu. Pendant qu'elle est attachée, pendant qu'elle est influencée, quand cet ennemi est détruit, on gagne 1 point de victoire. Quand cet ennemi attaque, si c'est Greyworn qui a short range, cet ennemi devient vulnérable. Le seul coup que tu as, c'est d'avoir perdu une unité. Mais c'est sinon, ça. Tu as déjà payé en fait. Tu as déjà payé ta dette. Voilà, tu ne peux pas redonner un point à l'adversaire. Il y a moins de paris. C'est-à-dire tu cibles, tu marques une unité, et celle-là, si tu la butes, tu prends un point de victoire supplémentaire. Je vais continuer avec une carte que j'ai l'habitude de commenter au travers des factions que j'ai eues depuis le début que je fais ces révisions du BAT là. Donc on retombe encore sur la fameuse carte Issue Command. Toujours la même activation, on peut refuser d'activer une unité du commandant, c'est-à-dire qu'on laisse l'activation du commandant, et au lieu de faire ça, on choisit une unité ennemie qui peut à longue range soit réaliser une action d'attaque, soit une charge. Donc c'est un moyen de refaire taper quelqu'un, d'aller charger quelque chose qui avait déjà joué, ou voilà, voire de charger pour pouvoir détruire et puis faire autre chose avec son action derrière. Et le deuxième volet de cette carte, c'est toujours le même. On peut cibler une unité ennemie qui a déjà utilisé son token horde ou son ordre du coup. On le retire et on pourra réutiliser le même ordre dans ce round. Je pense que c'est une carte que je trouve stratégiquement super intéressante pour le jeu. Mais c'est un super commandeur, Greyworn.
La carte que tu perds, elle coûte pas trop cher, Blood of the Dragon, et tu gagnes une carte de punition sur ta attaque, une carte qui rend tes unités de plus en plus pas tanky, mais par contre potentiellement beaucoup de dommages. Retribution of the Dragon, vu que c'est une carte où tu peux gagner des points, bon, moyennant d'avoir perdu une unité, Bon. ouais, détruit par une attaque pour le coup. Et Issue Command, ben, tu l'as très bien résumé. C'est un très 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 bon général. Ouais, c'est un bon général et si on réfléchit bien, Overrun est toujours dans sa main. Exact. Donc et Field ça se Control cumule aussi. super bien avec ce qu'il a en main. Je pense que le deck qu'on obtient avec Grey Worm, c'est un deck très agressif et qui, à mon avis, permet pas mal de choses. Et la rétribution du dragon peut très bien fonctionner avec les Freedmen. Exactement. Ouais. Qui, eux, ne donneront pas de points. Et donc, c'est un point qu'on peut gagner qui sera gratuit. La seule c'est vache, libérer des gens pour les envoyer tuer pour gagner un point. C'est ça. C'est vache. La seule condition, c'est de se faire détruire par une attaque, c'est-à-dire pas par un test de panique raté, troqué par la couronne ou n'importe quel autre effet. Ok, bon, on va passer sur donc la version attachement de Grey Worm. Il récupère la même capacité qu'en général, Boldness and Courage. On ne va pas la redistribuer ici, c'est la même exactement. Hein. Et enfin, il vient avec une autre compétence, Rally Cry. Donc chaque fois que cette unité réalise une action d'attaque, avant de lancer les dés, je cible une autre unité amie qui est dans les long range et je lui restaure 2 PV. Donc là, Grey Worm, pour moi, il a un attachement très bon, un général très bon. Le problème, c'est qu'on peut en avoir qu'un sur la table. Bah, il est pas prêt de faire des petits. Hein. Non, il a été réduit. Et bah tiens, on va parler de la copine Azura. Alors, ça, c'est maman, la mère des dragons. Donc là, on part sur Daenerys, mère des dragons. Donc elle vient avec une carte spéciale. Quand on la sélectionne en tant que général, on est obligé d'aligner Drogon, Rhaegal et Viserion. Alors, c'est une obligation sans lettre. On joue avec les 3 dragons et on réduit le coût de ces dragons de 1, c'est-à-dire qu'ils passent de 8 à 7. Ensuite, elle a 2 capacités innées. La première, c'est l'héritière de la maison Targaryen. Quand elle est détruite, notre adversaire gagne 2 points. Ça dit quelque chose de la valeur de la dame. Et la deuxième capacité, qui s'appelle Mère des Dragons, une fois par partie, au début de n'importe quel tour, on peut aller fouiller dans son deck tactique ou sa pile de défausse et aller chercher une des cartes de Daenerys Commander. Et après, on remélange son deck tactique. Alors, juste pour faire un parallèle avec la version qui a existé dans la version d'avant, c'est le seul que je ferai. La capacité d'aller chercher la carte, elle a été cassée comme il fallait. C'est-à-dire que maintenant, on remplace par une zone pour un NCU pour aller chercher la carte indéfiniment, en fait. Ce qui était d'une stupidité sans nom. Là, c'est qu'une fois par partie. Donc, on va voir avec les cartes qui arrivent derrière que du coup, les dragons deviennent... la capacité qui leur donnait une résistance hors norme, elle a été clairement baissée et c'est tant mieux. Donc justement, on y va dans les cartes de Daenerys, mère des dragons. La première, c'est Dracarys. Quand l'unité de Daenerys s'active, au lieu de faire une action à son activation, un Drogon, Rhaegal ou Viserion à courte portée peut faire une attaque de mêlée. Donc les dragons sont des bêtes en mêlée, donc voilà, Daenerys fait rien, mais elle commande à ses dragons de remettre un pain. Donc c'est très bonne capacité, très bonne carte. Ce que ça coûte, c'est là aussi vous enlèverez Overrun. Alors c'est étonnant parce que les dragons sont un peu des bêtes sauvages et on peut très bien imaginer qu'une fois qu'ils ont attaqué, ils continuent. Ben non, Daenerys elle siffle et il s'arrête comme une brave bête. Ensuite, on a le vol du dragon. Quand une unité ennemie finit son mouvement en short range, à courte portée de l'unité de Daenerys, un Drogon, Rhaegal ou Viserion peut faire une action de manœuvre. Le trigger finit son mouvement à short range de Daenerys. Il charge l'unité de Daenerys, il est forcément dans la courte portée. Voilà. Donc c'est un petit mouvement de réaction si maman est menacée. Troisième carte, la promise du feu. Donc là, c'est quand un NCU ennemi s'active. Si ce NCU réclamait une zone, alors on attache cette carte sur une unité de combat ennemie et elle souffre d'un test de panique. Si elle est détruite par ce test ou que Drogon, Rhaegal ou Viserion détruisent cette unité tant que cette carte est attachée, on gagne un point de victoire. Le pendant, c'est que si Drogon, Rhaegal ou Viserion est détruit alors qu'il y a cette carte,
on enlève cette carte et c'est l'adversaire qui gagne un point. Une carte qui est... bon, on peut se dire avec le potentiel de destruction des dragons, on va pouvoir le marquer le point avant qu'un des dragons soit détruit, mais il y a un petit problème. C'est-à-dire que quand on joue cette carte, le NCU s'active, ben le NCU peut décider d'aller faire un tour de corde à sauter. Donc de ne pas prendre de zone. Et là, le potentiel de gain de points qu'on pourra avoir relativement facilement quand même, hein, avec les bêtes qu'on a, eh ben, il s'envole. Alors certes, ça fait rentrer un petit peu de... Ça peut bloquer un NCU dans son activation, mais potentiellement, on perd un point. Donc, carte que je trouve un peu compliquée à rendre efficace. Il faut vraiment laisser un choix cornélien à l'adversaire, quoi, pour qu'il active vraiment son NCU. Il y a un effet contre-jeu quoi, qui est possible. Ouais. Et la dernière carte, qui était la carte que je voulais citer par rapport à la capacité Mother of Dragon, c'est Fire Made Flesh. Donc le feu fait cher. À chaque fois qu'une unité ennemie attaque un dragon, donc Drogon, Rhaegal ou Viserion, hein, après le lancer des dés de défense, on joue cette carte et le défenseur, donc le dragon, ne subira qu'une blessure pour chaque 2 touches non bloquées. Donc carte très très forte pour assurer la résilience des dragons, la résistance des dragons, mais du coup maintenant qui ne peut se jouer au mieux que 3 fois dans la partie. Donc c'est très bien. Ce garde-fou amène pour moi de la jouabilité pour les dragons. On a envie de les voir sur les tables. On n'a pas forcément envie de les voir tout seuls sur les tables. Voilà, après, ils ont mis des garde-fous à toutes les cartes. Et à la carte des dragons, à la carte de Daenerys, mère des dragons, ils en ont mis 5. Ou 8 même, donc c'est bien. Je veux dire, oui, je suis d'accord. Deuxième version de Daenerys en tant que générale, la reine de Mérine. Donc là, potentiellement, elle a pu ses dragons. Parce que soit ils sont enchaînés, soit il s'est sauvé. Elle essaie de raccrocher un peu tout ce qu'elle peut faire et elle se prend un peu pour une Lannister. C'est un peu ça, ouais. Disons qu'elle a pompé toutes les cartes des Lannister. Alors, donc Daenerys, dans sa carte générale, elle a 2 capacités. La présence intimidante, donc les ennemis qui sont engagés avec elle ont -1 à leur test de morale et +1 wound s'ils loupent leur test de morale. Donc ça, c'est une capacité classique qu'on rencontre partout. Hein, et The Rightful Queen, donc la reine qui est légitime, non? Oui. À chaque fois qu'un NCU ami s'empare de la zone du plateau tactique sur la couronne, on peut remplacer l'effet de la zone par chercher dans le deck tactique une carte de commandement de Daenerys et l'ajouter à sa main et ensuite on mélange le jeu. Attention, ce n'est que dans le deck tactique, ne pas confondre les Daenerys. Ici, la défausse ne rentre pas en ligne de compte. Et heureusement, parce que sinon ça aurait été remplacé une récursion débile par une autre récursion débile et tu te rentrais un counterplot par round, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, bon, Alors, déjà, là, tu vas aller le chercher rapidement, ton counterplot. Tour 1, tour 2, tu es sûr de d'avoir. Disons que tu fais moins d'huile quand tu as un counterplot en main. Tous les joueurs qui ont joué counterplot, ils savent ce que c'est. Hein. Et là, en plus, tu le dis à ton adversaire quelque part, parce que tu vas le chercher. Donc, généralement, moi, je fonctionne comme ça. Si je vais chercher une carte dans ma bibliothèque pour montrer qu'il n'y a pas d'enchrome, je lui présente la carte que j'ai été chercher. Le fameux counterplot donc, qui nous coûte le Swift Reposition dans le deck de base. C'est un contre sur un 3+, pour annuler l'effet d'une carte tactique avec un reroll possible si on a pris la couronne. Donc ça, basique, connu. Et pour continuer dans le deck Lannister, on a une suprématie Targaryen. Une fois qu'un ennemi a complété son attaque, eh bien, il va avoir à faire un test de panique. Et si on a la couronne, avec un -1, avec +1 wound en cas d'échec, en fonction du nombre de rangs restants dans l'unité Daenerys. Donc +1 wound par rang restant. Défenseur, pas Daenerys. C'est pas limité à Daenerys. C'est n'importe quelle unité en fait. Ensuite, on peut continuer avec la subjugation de pouvoir. Quand une unité de combat ennemie s'active, il doit faire un test de morale
pour chaque zone qu'on contrôle. Alors ça, ça va être particulier parce qu'il va falloir contrôler la couronne et si possible les épées. Donc c'est pas très compatible avec les Targaryens au départ, hein, mais c'est compréhensible pour Daenerys. Eh bien, il a -2 à son test de panique, donc pour chaque zone contrôlée. Donc ça peut faire du -4. Mais c'est un test de morale. Test de morale, hein, c'est-à-dire sur l'activation, on provoque le test de morale avec du -2 ou du -4 si on dispose de la couronne et ou des épées. Et en cas d'échec, l'unité va perdre toutes ses capacités jusqu'à la fin du tour. Mais bonne carte défensive. Et là, pour le coup, tu parlais aussi de protéger de tous les assassins de personnages qui traînent. C'est une des cartes qui te permet de le faire. Daenerys en a vraiment besoin quand elle est à Meereen. Ah oui, parce que des ennemis, elle en a un paquet. Oui. Je me demande si elle n'a même pas pratiquement que ça. Ah non, il y a Grey Worm, mais oui, il y a sa garde rapprochée. Il y a sa garde rapprochée. Mais les habitants de Meereen, je pense qu'il y a longtemps qu'ils ont abandonné tout espoir sur cette reine. Les esclavagistes, oui. Les autres, non. Tous ceux qu'elle a libérés, les gueux, ils sont contents de Daenerys. Ils sont en train de mourir de la dysenterie. Remorseless examples. Alors, quand une unité amie a réalisé son attaque de mêlée, si cette attaque a détruit un rang ennemi, alors on va pouvoir cibler une autre unité à long range et de cette unité ennemie, et elle deviendra paniquée. Si cette attaque a détruit l'ennemi en totalité, alors on va placer un tas de cadavres quasiment au contact, puisque c'est entièrement à courte portée du plateau de l'unité détruite. Et elle récupère donc 2 caractéristiques, Hindering et Grim Reminder. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est que seulement les ennemis auront sur leur test de morale un malus de 1, -1 sur les tests de morale, avec plus un wound lorsque c'est un test de panique qui a été raté lorsqu'ils sont à short range. Donc c'est un tas de cadavres qui a un fonctionnement un peu particulier. Ouais. T'imagines, ça doit être sympa dans Fist for Crow, tu détruis l'unité, donc tu mets déjà un tas de cadavres, enfin long pour le coup, mais ça c'est l'adversaire qui le met, et tu peux positionner, alors faudra se mettre d'accord, hein, qui positionne le premier le tas de cadavres, si tu joues cette carte-là, et du coup tu peux te faire 2 tas de cadavres, sauf qu'il y en a qu'un qui va t'influencer toi en tant que joueur Targaryen qui a passé le tas de cadavres, c'est celui qui va placer l'adversaire, parce que celui-là il n'est négatif que pour l'adversaire. Grim Reminder c'est que pour les ennemis. Il faudra le repérer quand même, hein, parce que au bout d'un moment, si tu as 4 tas de cadavres. Dans le festin des corbeaux, on rajoute des tas de cadavres aux unités d'infanterie détruites que tant qu'il n'y en a pas 4 sur le terrain. C'est ça. Donc celui-là viendra en déduction des tas de cadavres. Alors est-ce que celui-là prendra un objectif? Je pense. Alors, comme c'est écrit, je suis d'accord avec toi, puisqu'en fait, on place aussi un tas de cadavres donc, qui reprennent la même appellation, mais celui-ci a des capacités particulières. Certes. Et est-ce que ce tas de cadavres prendra un token? J'aurais tendance à dire oui, puisque c'est un tas de cadavres. Scénario. Et ça veut dire que les ennemis qui contrôlaient ce tas de cadavres à short range, ils auraient -1 à leur test de morale avec plus une wound à short range. C'est ça. Ça commence à causer. Voilà. S'il y a un autre tas de cadavres générique, on va dire, pas loin, et que l'unité elle est mal placée entre les 2 tas de cadavres, elle prend -2. Les keywords qui sont différents. C'est un mot horrifique. Ouais. Et là, c'est Grim Reminder. Et il est bien dit que c'est quand il y a 2 fois le même titre. Dernier général. Alors, un général, un petit nouveau dans la faction. Hein, fluffiquement, il n'est pas nouveau, puisqu'il a quand même pas mal chevauché avec et Daenerys. Hein, on va dire qu'il a fait les 2. Donc du coup, le voilà orné du beau rouge Targaryen sur ses cartes de général, et donc il apparaît en tant que général. Alors il reprend quasiment les mêmes cartes, on le verra après, il a juste une carte supplémentaire pour rentrer dans le nouveau mécanisme des généraux Targaryens. Alors c'est Daario Naharis, donc l'unité, lui il est affiliation Stormcrow. Il a une capacité au corps à corps qui est Improved Armament. Quand on contrôle la bourse, quand cette unité fait une attaque de mêlée, elle gagne Sundering et elle peut lancer le plus grande valeur de dés d'attaque. Donc la bourse, ça va être intéressant pour lui. Et on retrouve dans sa deuxième capacité Motivate by Con.
Et ben, le fait que chaque fois qu'un NCU s'empare de la bourse, on peut remplacer l'effet par Dairo performe une attack action. Donc un gars pas trop intéressé par l'argent, hein, vous pouvez le voir. Après, on retrouve ces 4 cartes que l'on a déjà vues et déjà travaillé ensemble quand on a fait la faction neutre. Donc Sellsword Negotiation. Donc quand un NCU réclame une zone, on peut remplacer l'effet jusqu'à la fin du round. Vous êtes considéré contrôler la bourse. Vous restaurez 2 wounds sur une sur une unité de combat amie. Et si ça cible une unité de Stormcrow, vous restaurez plus un wound pour chaque rang détruit. Sellsword Bravado cette fois, start of friendly turn, au début d'un tour ami. On cible une unité de combat ami. Cette unité fait un test de morale. Si c'est un unité Stormcrow, elle gagne plus 2. Et sur un succès, un ennemi à long range devient paniqué et affaibli. Ça distribue un petit peu de tokens. La troisième carte, Reckless Strike. Quand une unité amie de combat réalise une attaque, avant de lancer les dés, une mêlée attaque, cette attaque gagne critical blow et précision. L'attaquant subit un wound pour chaque dé d'attaque lequel il obtiendra 1. Et si ça cible une unité de Stormcrow, alors on lancera encore une fois la plus grande valeur d'attaque. Vous gagnez critical blow et précision, vous lancez le plus grand nombre d'attaques. Par contre, si vous faites des 1 dans cette attaque, et ben ça vous met des wounds. La dernière carte, donc là, qui vient spécifiquement avec cette faction de Targaryen qu'on ne trouve pas chez les neutres, c'est Astiophans. Donc au début de n'importe quel round, on peut cibler une unité de combat amie. Cette unité réalise une action d'attaque. Après avoir réalisé cette attaque, votre adversaire peut lui activer un NCU. Et ben cette carte, encore une fois, il faudra l'utiliser de manière que l'adversaire puisse enchaîner 2 activations de suite. Et par contre, au début du tour, il faudra retirer de votre deck Targaryen la carte Fire and Blood. Et la dernière, donc cette fois on va passer sur Daario Naharis version attachement. Une capacité qui est Reckless Strike. Cette unité en attaque de mêlée gagne critical blow et précision. Et pour chaque 1, elle subira un wound. Donc c'est un peu la même carte, la capacité qu'on retrouve sur sa carte de général qui cette fois apparaît en habilité au combat. Donc moi ça me fait assez plaisir de voir arriver les Stormcrow aux effigies Targaryens, puisque bon, on les voit dans le livre assez tôt, hein, donc là pour le coup c'est intéressant. Et puis ça permet surtout d'avoir d'autres alliés en plus des Stormcrow, où avant on était limité par le coup dans l'armée, quoi. Hein. Bah, disons que du point de vue du fluff, on est quand même plus logique. Après, sûrement que les Stormcrow, avant de rencontrer Daenerys, ils ont combattu pour d'autres factions. C'est ça. Ils ont peut-être même traversé la mer et ils sont peut-être allés de temps en temps sur Westeros. Mais c'est vrai que de rencontrer les Stormcrow vraiment en unité targaryenne, je trouve ça assez sympa parce que ça va nous donner, on va le voir avec les unités combattantes, bah, ça va nous donner en Targaryen des bonus et de pouvoir effectivement enrôler plus tard d'autres neutres sans dépasser les 50% des points pour acheter nos unités. Et force Dario, traverse la mer, il bosse pour la fille. Allez, on attaque les unités combattantes. Les Dothraki Screamer, unité de base de la faction Targaryen, unité rapide, cavalerie donc, qui bouge à 6, avec une armure à 5, très légère, un moral à 5, donc moral à améliorer, une capacité d'attaque à 7D3+, sur son premier rang, donc c'est une bonne puissance pour une unité de ce coup, de la cavalerie, donc elle fait une manœuvre gratuite au début de son activation, et charge féroce. Quand elle réussit sa charge, elle met un jeton vulnérable. Donc bonne unité pour son coup, qui fait très bien ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire rentrer impacté. À la deuxième faction Dothraki qui ressemble du point de vue de sa somme de caractéristiques à ses frères, mais en tant qu'archer, le même coup, le même t-shirt pour se protéger, le même moral. Par contre, une attaque à distance qui là tape à 4+, à short range. On va voir après qu'il y a une particularité. Et la possibilité, si elle est engagée, quand même de sortir ses petites épées. Bon, avec 5D à 4+, bon, elle ne fera pas de gros dégâts, mais elle pourra au moins se défendre un petit peu. Mais
particularité de cette unité, qui a donc une attaque à courte portée, si elle n'utilise pas sa manœuvre de début d'activation, alors son attaque à short range devient une attaque à long range avec +1 to hit. Tout d'un coup, cette unité d'archer devient vraiment très intéressante. Une fois qu'elle s'est positionnée sur le champ de bataille, si elle ne cherche plus à trop se déplacer, mis à part le shift, qui reste toujours possible, son attaque à distance devient bien plus performante. Alors, on notera l'arrivée d'une capacité d'attaque au corps à corps qu'elle n'avait pas précédemment. Hein. Donc, l'unité qui suit, les vétérans. Donc, petite combinaison des deux en termes de capacité, puisqu'on peut tirer, taper. Donc, un mouvement de 6 comme tout le monde, un moral et une armure identiques, 5 et 5. Une capacité de tir à short range, à 4+. Une capacité d'attaque à 3+. Il possède 2 ordres. Le premier, Swift Retreat. Après qu'un ennemi ait réalisé une attaque sur cette unité, on peut faire une action de retraite. Donc on vous tape dessus, c'est pas votre tour, vous utilisez l'ordre, vous vous dégagez. Deuxième ordre, Quick Fire. Après qu'on ait réalisé une manœuvre ou une retraite d'action, alors on peut faire une range attack. Donc je vous laisse deviner, on vient de vous taper dessus, vous vous dégagez, vous déclenchez le deuxième ordre et vous tirez. 8 points, c'est même pas vraiment très cher en fait, hein, au vu des capacités de l'unité. Faire 2 tirs avec. Manœuvre gratuite, quick fire, et après tu fais ton tir. C'est une très bonne unité qu'il faut protéger parce qu'elle n'aimera pas trop se faire attaquer, mais qui est extrêmement létale. On peut parler de la version qui était sortie dans les visions où elle touchait au tir à 3+. Là, on voit ils lui ont quand même mis une petite réduction bienvenue parce que c'était quand même assez violent. Et 4+ en relance native, oui, c'est voilà, tu vas en laisser de la touche. Bon, on va passer aux infanteries si vous voulez bien. Allez, on est parti chez les Immaculés et on va commencer par les maîtres des épées, les Swordmasters. Mouvement de 5, mouvement d'infanterie normal, armure 4, armure moyenne, très très bon moral à 4. Et alors après des capacités de combat rarement vues, parce que dans la version 2021, 8 dés d'attaque, c'est pas commun, c'est même assez rare, qui touche à 3+. Donc ça pour les unités d'élite, c'est la base on va dire. Et alors après ces capacités de combat de mêlée, il y a 3 sous-capacités. La première c'est précision, donc on l'a vu, un 6, pas de défense, wound direct, donc pas de blocage. Cette unité peut toujours relancer ses dés d'attaque, donc quoi qu'il arrive, ils taperont toujours sans être amoindris par les effets délétères de l'adversaire. Et l'adversaire ne peut pas dépenser des jetons weaken sur cette unité quand elle attaque. Alors, elle pourra les dépenser pour faire d'autres effets, parce qu'il y a des unités qui font des effets sur les jetons weaken. Mais en tout cas, quand on attaque avec les Swordmasters, on ne nous fera jamais relancer les dés d'attaque. Donc même si, imaginons, on charge, on fait une désordonnée, on peut toujours relancer quand même. On charge à travers un corpse pile, on nous dit on ne peut pas relancer, on peut relancer quand même. Et quoi qu'il arrive, le weaken ne fonctionnera jamais dessus. Donc elle trappera toujours avec son nombre de dés, que ce soit 8, 7 ou 6, à 3+, et en relançant. Une unité très fiable, très stable, mais qui vaut 8 points. À savoir quand même qu'il y a quelques généraux ou quelques cartes dans d'autres factions qui peuvent annuler les capacités. Et à ce moment-là, on pourra dépenser un pion affaibli sur les Immaculés. Pikemen, toujours en Immaculé, une unité aussi d'infanterie qui bouge à 5, avec les mêmes caractéristiques, 4+ en défense, 4+ en morale. Mais là, avec les pics à la place des épées, ils tapent à 3+. Mais avec un dé de moins sur le plus gros rang, on est à 7, 7, 4. Ce qui va être intéressant, c'est les 2 ordres, avec un 7 fort charge, donc ils ne sont pas les seuls à bénéficier de cet ordre-là. Quand l'unité est chargée de front ou de flanc, et si cette unité n'était pas engagée avec un autre ennemi, alors il va répondre tout de suite par une attaque de mêlée, avant que l'adversaire réalise son attaque de mêlée. Ça permet d'affaiblir l'adversaire, peut-être avec un peu de chance, qui nous attaque avec un rang de moins. Et le mur de bouclier, quand un ennemi réalise l'attaque de mêlée, après qu'il ait lancé les dés d'attaque, si il nous a attaqué de front ou de flanc, on va bloquer +1 hit pour chacun
de ses rangs restants. Donc, voilà, on met les boucliers, et bien sûr, plus on est nombreux, plus le mur de bouclier est important. Efficace, ouais. À noter que le set forte charge est sympa parce que si on charge de flanc, comme tu tapes avant, tu peux aussi te réaligner et faire face à l'unité. Donc quand elle va te taper, elle aura son bonus de charge, mais elle n'aura pas son bonus de flanc. Donc tu n'auras pas une armure dégradée et un moral dégradé. Et ça, on pourra forcément le faire, puisque si on a le droit de jouer l'ordre, c'est qu'on n'est pas engagé. Eh bien, très bien, on va continuer avec nos amis les bêtes. On a les 3 dragons. Alors, on va faire les 3 ensemble, puisqu'en fait, ils ont les mêmes caractéristiques tous les 3, à savoir Juvénile Dragon, ils ont tous les 3 8 PV et un mouvement identique à une manœuvre gratuite de cavalerie avant de commencer. Sachant qu'ils ont un déplacement de 6 chacun, ils ont 2 attaques de corps à corps qui touchent à 2+, une armure à 4+, et un moral à 2+. Alors, on commence par Drogon qui a Blackfire. Lui, ça lui donne nativement vicieux comme les 3 autres, enfin les 2 autres, pardon. Par contre, pour chaque hit de cette attaque ne peut pas être bloqué et elle génère D3 plus 3 wounds. Et en plus, un ennemi à short range du défenseur devient paniqué. Avec le même mécanisme, on a Viserion avec Golden Fire et un ennemi à short range devient vulnérable. Et enfin, on finit avec notre ami Rhaegal, qui lui distribue du weaken. Nos 3 dragons sont à peu près identiques. La différence, c'est que l'un distribue du paniqué, l'autre du vulnérable et l'autre du weaken. On peut rajouter aussi que quand ils manœuvrent ou qu'ils marchent, ils ignorent les unités et les terrains. C'est des unités qui sont censées voler, mine de rien, qu'elles peuvent passer par-dessus. Mais pas en charge. Des unités qui peuvent faire du dégât, entre 4 et 6 wounds pour chaque attaque réussie. Si tu touches 2 fois, tu ne fais qu'une fois l'effet. Ils vont infliger entre 4 et 6 wounds et on a de fortes chances de réussir l'attaque puisqu'on a le droit à 2 dés. Donc j'en ai au moins un qui fasse un 2 plus, qui fasse un 2 ou plus, quoi. On est bien d'accord, 2 dés à 2+, c'est assez rare de les louper. Il faut faire double as pour louper l'attaque. Tu peux prendre un weaken et puis il y a des effets qui te réduisent ta capacité pour toucher. Ça arrivera rarement, mais ça peut arriver. Ce sont des bêtes qui sont quand même fragiles. La défense est 4+, il suffit de les prendre de flanc. On peut rapidement les mettre en péril. À partir du moment où ils vont être au combat au corps à corps, il va falloir qu'ils se libèrent rapidement des ennemis avec qui ils sont engagés. Disons que si tu es l'adversaire et que tu t'approches, qu'un dragon n'est pas activé et que tu t'approches avec une unité qui a mi-puissance, qui a un rang ennemi, tu prends un gros risque parce que là, le dragon peut te charger, a de grandes chances de te laver ce qui reste du plateau, de faire son petit surge et se remettre en position défensive et donc du coup d'être protégé d'une éventuelle contre-attaque ennemie. C'est une unité c'est un super finisseur. Si tu es en bonne position dans un angle qui n'a pas de menace dans les alentours, tu peux le laisser engager. Tout dépend de la position sur la table. Mais c'est pas effectivement. Si tu le joues en missile, il va peut-être faire des dégâts, mais tu risques de le perdre. Et vu le coup en point de la bête, c'est un peu dommage. On est sur des unités un peu particulières, donc qui nécessitent obligatoirement d'avoir des neurisses quelque part. Exact. Soit en NCU, soit en général, et qui sont à un coût variable, puisque le coût de base est à 8. Et puis, on peut avoir, on le verra avec les NCU, un dragon à 7 ou 3 dragons à 7, selon les choix qu'on fera au niveau de Daenerys. Mais si vous voulez un dragon, n'en jouez qu'un. La version la moins chère, c'est de prendre la Daenerys du starter et un dragon. Ça vous coûtera 12 points. Ou le NCU à 5 qui vous réduira le dragon à 7. Mais si vous prenez un général, pour faire un calcul rapide, il faudra quand même une unité pour le général et l'unité la moins chère, c'est 5 points. Donc, quoi qu'il arrive, ça vous coûterait un point de plus. Eh ben, on en a fini avec les dragons. On va attaquer maintenant les nouvelles unités qui rejoignent dans cette version l'étendard Targaryen. C'est les Stormcrow. Ouais, alors les mercenaires, unité de base, tout ce qu'il y a de plus base de chez base, un mouvement normal. Enfin, déjà, il valent 5 points. Donc, ticket d'entrée à peu près traditionnel. Mouvement de 5, une armure normale, décente, 4. Un moral à 7, donc moral moyen, qui va vite se dégrader avec tous les malus qui traînent. Et des stats d'attaque, 7D à 4+, au premier rang, 5D, 4D. C'est moyen. Par contre, ça a 2 capacités qui sont intéressantes. Là, je vais les faire dans l'ordre croissant d'importance pour moi. Le Motivated by Coin, c'est des mercenaires, tu les payes, ils sont un peu plus vigoureux. Si vous prenez la bourse, vous pourrez remplacer l'effet de la zone par une unité de Stormcrow mercenaire fait une action d'attaque. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est adaptative.
C'est une règle qui leur permet de réduire le coût d'un attachement de 1. Règle très intéressante qui peut soit vous faire des attachements gratuits, soit vous permettre de rentrer des attachements un peu chers qui ont des effets sympathiques, mais pour un coût bien réduit. Donc une unité très correcte de ligne. Ouais, dans la même famille, les archers, qui sont des archers mercenaires avec un déplacement à 5 assez fragile, hein, puisqu'ils ont une protection à 5 et un petit moral à 7, une attaque à longue portée à 7D, 6 et 4 à 4+. Bon, on est sur de l'archer de base. Du corps à corps à 5+. Donc là, c'est vraiment pour se défendre quand il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc c'est vraiment une unité qu'il faudra laisser à long range juste pour lancer des flèches. Par contre, c'est les capacités qui sont vraiment extrêmement intéressantes parce qu'on a 3 possibilités d'amélioration selon les zones du plateau stratégique qu'on occupe. Si on a la bourse, alors on récupère Sundering. Si on a la lettre, après avoir lancé nos dés d'attaque, le défenseur devient vulnérable. Et si on contrôle les épées, alors on peut relancer les dés d'attaque. Sachant qu'on est certain dans ce jeu de contrôler au moins une case, voire 2. Alors c'est sûr que si on met à côté que les Targaryens ont besoin de la cavalerie, il va y avoir des choix à faire parce que grosso modo, si on veut booster tout le monde, il faudrait qu'on ait plein de NCU et qu'on nous laisse presque tout le plateau. Mais c'est à peu près certain qu'avec 2 NCU, on pourra apporter au moins un bonus intéressant à ces archers. Parfait, donc on termine avec les derniers de la famille chez les Stormcrow, donc les derviches. Donc unité à 7 points, mouvement de 6. Donc comme les unités à 7 points, elles ont souvent la capacité de toucher à 3+, 7, 6, 4, c'est assez standard, une armure à 4, un moral à 7. Plusieurs capacités, la première embuscade, embouche, hein. Donc on a déjà vu tout à l'heure. Quand elle réussit une charge sur un ennemi de flanc ou d'arrière, et ben, l'ennemi devient paniqué et vulnérable. Cette unité peut réaliser une retraite, donc elle peut attaquer puis se barrer, hein, faire un genre de hit and run. Et enfin, l'aptitude qu'on trouve chez les Stormcrow, motivation par buy coin, encore une fois, vous prenez la bourse et vous pouvez effectuer avec cette unité une action d'attaque en remplaçant l'effet de la bourse. Donc une très bonne unité aussi, hein. Moi je trouve qu'elle est intéressante à voir avec l'infanterie qui traîne chez les Targaryens, puisqu'elle apporte quand même beaucoup de mobilité, elle rentre bien dans le jeu Targaryen. C'est une unité d'harcèlement, mais qui commence à taper costaud. Ouais. Ouais, elle est pas mal quand même. Puis début de round où elle est engagée, on prend les épées, on tape, on retraite et après on recharge. Potentiellement, on balance 14 dés. Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre la bourse si tu ouvres le round. Parce que du coup, si l'autre n'a pas de tir, si tu prends les épées, il peut soigner derrière, vu que tu t'es désengagé. Alors que si tu prends la bourse, tu tapes à la bourse, tu te casses, et s'il a des unités de mêlée, les épées lui servent à rien. Donc on va partir sur une unité un petit peu moins efficace, hein. Oui, allez, c'est pour moi, la chair à canon. Les nouveaux, les hommes libres, ils ont été libérés par Daenerys. Bon, elle les a libérés, mais c'est libéré, mais pas entraîné, quoi. Si on paraphrasait la Reine des Neiges. Donc les mecs, ils viennent avec des super t-shirts, c'est-à-dire que les t-shirts sont même déchirés, ils n'ont pas de fringues, ils se battent avec 2 crottes de nez, un chewing-gum et un bâton. Et à la différence de MacGyver qui fait de la magie avec, eux, ils font pas grand-chose. Alors ils valent 3 points. C'est des petits socles nouveautés, c'est des socles de solo d'infanterie. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça s'appelle les Fredmen. Alors ils ont 6 dés d'attaque à 5+. Ah, ça tape dur, c'est waouh. Ils ont une armure magnifique à 6. Donc ça veut dire qu'en fait, les mecs, ils peuvent venir avec Sundering, ben, vous vous en foutez. Parce que de toute façon, ça sert à rien. Ils peuvent vous charger des flancs pour vous, c'est pareil, vous sauverez toujours à 6. Et ils ont un moral monumental de 8. Donc on souffle dessus, on fait bouh, ouais, ben, il y en a plein qui s'échappent. Et ils ont 6 PV. Bon, trêve de plaisanterie. Cette unité ne peut pas contrôler d'objectifs, mais donne pas de points de victoire quand elle est détruite. Elle ne peut pas contrôler des objectifs, cependant, elle peut les contester. Et dans la règle de contestation des objectifs, souvent, les unités solo comptent leurs points de vie restants comme nombre de rangs. Donc là, vous avez un truc tout pourri qui va venir contester avec 6 rangs. Donc ça peut être assez pénible. Alors, elle a une autre règle qui vient avec, c'est au début d'un round, si à courte portée de cette unité, il n'y a que des unités qui ont la règle Untrained Mass ou il n'y a pas d'unité, elle est détruite.
En gros, pour faire simple, il faut qu'à courte portée, il y ait une autre unité amie qui ne soit pas des Fredmen, pour la faire courte, pour pas qu'ils soient détruits. Ça, c'est le début du round, donc on mesure ça au début du round. Et après, ils ont une capacité qui s'appelle Gang Up. Pour vous la résumer, ils sont engagés au corps à corps. Si on a une deuxième unité qui est engagée au corps à corps, une deuxième unité amie sur la même cible, on gagne plus 1 pour toucher et plus 1 pour toucher. Et ça marche pour les deux unités. C'est-à-dire que les Fredmen se retrouverait avec 7 dés qui touchent à 4+, et n'importe quelle autre unité aurait plus 1 dé et plus 1 pour toucher. Il faut être à 2 engagés en fait sur une unité. Voilà pour les petits Fredmen. Et ben on continue avec Dothraki Rakkar. Alors les lions blancs, donc ils ne peuvent être qu'au maximum 2 dans l'armée, 5 points. Un socle de machines de guerre. Ouais, de monstres. De monstres aussi, oui, et les mammouths. Donc avec 6 PV qui peuvent avoir une manœuvre au début de leur activation, qui bougent à 6, qui ont 6 dés à 3+, une armure de 4, un moral de 4. Bon, on est dans du assez conventionnel. Bon, il y a un seul rang à 6 dés. Ils ont vicieux. Leur caractéristique intéressante, c'est qu'ils ont le outflank, ce qui fait qu'on peut les garder en réserve. On n'est pas obligé de les déployer au début. Et si un de nos NCU s'empare de la zone du plateau stratégique cavalerie, alors on peut remplacer la zone pour déployer une unité de Rakkar de la réserve à short range de n'importe quel bord de table. Donc c'est une unité qu'on peut éventuellement mettre de côté et puis en fonction de l'évolution et de comment est-ce que l'adversaire se positionne, lui amener une unité de Rakkar sur le flanc, voire dans le dos, un peu plus tard dans la partie. Donc on a donc terminé avec les unités de combat. On va passer maintenant aux attachements. Donc on va commencer avec le premier attachement, le Screamorco. Donc commandant Screamer, donc lui il a un ordre martial training. Donc quand une unité réalise une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, elle peut relancer ses dés d'attaque et le défenseur devient vulnérable. Cette unité ne peut être attachée qu'à une unité de Targaryen. Donc on va poursuivre avec l'Outrider. L'Outrider, bon, c'est toujours une espèce de vétéran chez les Dothraki. Mais lui, il est plutôt spécialisé dans la survivabilité au combat, puisqu'il donne Disrupt. Donc les ennemis engagés avec cette unité ont moins 1 pour toucher. Mais pas moins 1 pour toucher que sur cette unité, moins 1 pour toucher tout le temps. Tant qu'elles sont engagées avec cette unité. Donc c'est-à-dire que si on a un deuxième combattant, tout le monde prend un moins 1. Et même punition, on ne peut les mettre que dans les unités Targaryen. Donc pas dans les Bolton, pas dans les Edge Knight, pas ni les zèbres. Pour les cavaleries neutres dans lesquelles elles pourraient être éventuellement attachées. Alors le troisième attachement qu'on a à disposition, c'est le lieutenant Stormcrow, donc qui arrive avec nos unités Stormcrow, qui pour un point donne une caractéristique qu'on a vue tout à l'heure déjà, l'improved armament. Tant qu'on contrôle la bourse, les attaques de mêlée gagnent Sundering, utilisent leur plus haut dé d'attaque. Un lieutenant qui peut devenir gratuit chez des mercenaires. Et on va rester chez les officiers. Cette fois, on va passer chez les Immaculés, l'officier immaculé. Alors lui, il vaut 3 points, et on va comprendre pourquoi. Il a quand même un ordre qui s'appelle Relentless. Donc, au début d'un tour ami, l'unité dans laquelle il est, elle peut réaliser une attaque ou une manœuvre. L'intéressant, c'est que ça ne compte pas comme ayant activé cette unité ce tour. Donc, ça veut dire que votre unité, elle va jouer 2 fois en fait. Deuxième capa, c'est Go Down Fighting. Chaque fois qu'un rang de cette unité est détruit, un ennemi avec lequel elle est engagé prend une wound. 3 points, on a presque une activation supplémentaire. Une activation supplémentaire. Oui, c'est ça, on a une activation supplémentaire. Il vaut cher, mais... On va aller maintenant terminer avec nos NCU. Oui, je vais commencer par la calvitie, je sais de quoi je parle. Non, la calvitie, pardon. Daenerys du starter, Daenerys Targaryen, donc un NCU, 4 points, qui a une influence, c'est la conviction de la vraie Khaleesi, très sûre d'elle, la petite jeune femme. À chaque fois qu'elle influence une unité, on peut enlever un jeton, un pion état, déjà petit effet sympathique, et quand elle influence cette même unité, cette unité relance ses jets d'attaque de mêlée, donc sympathique, stabilisatrice pour le combat de mêlée, pour le coup,
Et le petit pion qu'on peut enlever, genre l'affaibli, par exemple, c'est très bien. Voilà, vaut 4 points, ce qui est le ticket d'entrée de tous les NCU maintenant. Donc, un bon petit NCU qui a des effets stables. Voilà. Mais elle n'aurait pas copié ses capacités sur Kathleen? Alors, Kathleen, elle te fait frapper toujours avec ton plus haut rang d'attaque. Elle ne te fait pas les C'est ça. relents. C'est un reroll. Mais sinon, ouais, ça ressemble un peu à Kathleen. Mais elle est beaucoup plus jolie. Alors, c'est Et une puis, elle question a de une goût. qualité rédemptrice, c'est une Targaryen, c'est pas une Stark. Même si Kathleen est une Tully de naissance. Alors, on va continuer sur Daenerys Lune Brûlée. Un NCU à 5 points, mais qui donne un dragon à moins 1 point. Bon. Donc, en fait, le petit point qui pourrait paraître de trop dans le NCU, ben, on le récupère sur l'un des dragons. On peut en mettre plus, mais il n'y en a qu'un seul qui sera réduit. Et elle a une capacité toute bête, Dracarys. À chaque fois que Daenerys s'empare d'une des zones du plateau stratégique, n'importe laquelle, eh ben, on peut remplacer l'effet par une attaque gratuite de l'un des dragons. Pas forcément celui qu'on a payé moins cher. Simple, efficace. Concis. Ouais. Pas besoin d'explication. Hein, on a tous compris. Eh ben, du coup, j'enchaîne avec notre ami Illyrio Mopatis. Capacité simple, chaque fois qu'Illyrio réclame une zone, on peut remplacer l'effet par l'effet suivant. On cible une unité de combat amie, on lui restaure 3 points, et un ennemi avec lequel on serait engagé devient weaken. Pareil, c'est assez simple, et je pense qu'on le verra dans beaucoup de listes Targaryen, ce monsieur. 4 Ouais. points, c'est le ticket d'entrée. Voilà. Oui, puis c'est rare de voir des NCU qui soignent de 3 direct, quoi. C'est ça. Même si c'est au prix du remplacement de zone, il y a des zones, ça dépend comment tu joues, mais la couronne ne va peut-être pas te servir, suivant ce que tu joues comme construction Targaryen. Et ben voilà, la couronne, elle te fait un soin de 3. Elle te fait l'effet d'une bourse. Presque l'effet d'une bourse. Donc, ouais, très très bon NCU pour 4 points. Et ben on enchaîne pour un NCU un petit peu plus cher. Ah oui, mais il est un peu costaud. C'est Baristan de Selmy, le conseiller du dragon. Alors là, il a une influence. L'influence, c'est que quand il influence une unité, chaque fois que cette unité est ciblée par un effet ennemi, donc d'une carte tactique ou d'une ability, on peut retirer Baristan et on annule l'effet de l'ability ou de la carte tactique. Alors, le terme ennemi, en fait, pour vous résumer, ça veut dire que l'ennemi, c'est l'ennemi, l'adversaire. Parce que la carte, c'est la vôtre, vous la contrôlez, et en fait, ça reste toujours l'ennemi. Même si vous influencez une unité de votre adversaire, c'est vous qui contrôlez Baristan. Donc, tous les effets que votre adversaire peut jouer sur son unité, si vous avez influencé son unité, ben vous pouvez les annuler. Et si vous protégez votre unité à vous, c'est la même chose. Les effets contrôlés par l'ennemi vous pouvez discarder Baristan pour annuler ces effets. Voilà. Donc c'est une espèce de grande capote dans le sens de la décapotable, qui a un effet de protection qui est très très fort, qui peut contrer beaucoup de choses. On va prendre un exemple qui est un peu dans l'air du temps. Vous avez envie de charger des arbalétriers de la Night Watch. Ils ont un ordre qui leur permet de tirer s'ils se font charger. Vous avez mis Baristan préalablement dessus. Ils vont se cibler avec l'ordre. Vous retirez Baristan. Ils ne font pas le tir de contre-charge. Voilà. C'est un petit exemple comme ça, mais ça marche pour plein d'autres choses. Hein. Eh bien, on arrive à les 2 derniers NCU qui amènent dans le jeu une 6e zone au plateau stratégique, la maison des non-mourants. Alors, c'est Piatti qui installe la maison des non-mourants, qui peut exister qu'en un seul exemplaire. Donc, même si on est 2 factions targaryennes à combattre ensemble et à avoir chacun des personnages qui ont besoin de cette maison des non-mourants, on n'en mettra qu'une. Et quand on s'empare de cette zone, parce qu'elle a une caractéristique particulière, eh bien, l'opposant devra défausser au hasard une carte tactique de sa main. Et on a un NCU qui s'appelle Piat-Prix à 4 points, qui exploite cette zone. À chaque fois qu'un NCU ami, pas forcément Piat-Prix, veut contrôler la maison des non-mourants, alors on peut remplacer
l'effet de cette zone par l'opposant révèle une carte tactique au hasard de sa main. Si elle nous convient, on la défausse. Si elle ne nous convient pas, enfin, on en défausse une au hasard de sa main. Ce qui nous donne une chance de plus de défausser une carte qui ne nous plaît pas. Quand on sait que les mains sont limitées à 5, eh ben, le prochain XCU, c'est notre ami Xaro Xoan Daxos. Je me suis répété, ça fait 3 heures que je m'entraîne. Hein, Xaro Xoan Daxos, il faut y aller. Hein. Niveau 4. Lui, à chaque fois qu'il influence une zone, il a un effet un peu différent en fait. Ça dépend de la zone qu'il influence. S'il influence la couronne, l'unité qui effectue le test de panique aura plus une wound. S'il influence la bourse, après les défenses, les unités qui influencent bloquent plus une touche, pardon. Les enveloppes, l'unité gagne plus un dé d'attaque. Si jamais c'est la maison des non-mourants, l'unité subit moins d'un dé d'attaque. Donc il a une histoire de bonus-malus en fonction de quelle unité il influence. Et puis on verra que... Et de quelle zone il contrôle. Et il n'y a qu'une zone qui ne l'intéresse pas, cet homme-là, les épées et les chevaux. Moi j'aime bien ce petit côté, avec plusieurs effets possibles, c'est des nouveautés en 2021 que j'aime bien. Il est versatile, ouais. Après, il ne faut pas se louper, c'est selon la zone, on va cibler une unité amie ou une unité ennemie, c'est ça. Il y a 2 bonus pour les unités amies et 2 malus pour les unités ennemies. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un marathon. Hein. Alors, c'était les révisions du BAT à propos des Targaryens version 2021. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a adoré lire ça avec vous. On a découvert, on est sûr qu'on a décortiqué et qu'on vous a aidé. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission des révisions du BAT. Ouais. Ciao les amis. Ciao, ciao. Alors, je crois qu'il dit bonjour, bonsoir. Non, moi, tu sais, je suis déjà lancé l'appel Skype, ça m'a demandé beaucoup de ressources informatiques. Tu vois pas tous les petits écureuils qui sont en train de pédaler sous l'ordinateur pour maintenir la connexion à niveau. Ouais, enfin, moi, je suis pas en 4G, hein, ok? Ça veut dire retraite dans le sud. C'est exactement ce que tu fais. Donc, rendez-vous à l'EHPAD. C'est ça, c'est la traduction en français hein, pour l'instant. Ouais, non, mais j'ai pas préparé la faction. Tu pourras couper ça. De loin, Daenerys, défenseur, ça se ressemblait. La carte qui fait la dysenterie, c'est laquelle là? Turbo Chiasse. Comment elle marche cette carte, aïe aïe aïe. On sait au Baratéo quand on filme si notre blague passe, c'est que Wilfried il rigole. S'il rigole pas, on sait qu'elle sera coûtée quoi. Alors là, ça s'appelle pas un cutter qu'il va lui falloir, c'est les guillotines qu'il y a sur le mur là, des trucs faut couper large. Hein. Je vais encore être crevé les mecs demain.